Bonjour. Alors aujourd'hui, dans le cours de SVT, on va corriger l'activité sur les protéines que je vous avais donnée, qui se trouve à l'unité 1, page 102-103, donc que normalement vous avez réalisé. Alors, dans cette activité, un problème était posé, c'était d'identifier les caractéristiques des protéines, qui sont des produits d'expression du génome, et d'expliquer le lien entre gènes et protéines. Donc on a deux sous-parties à ce problème. Premièrement, on nous demande d'identifier les caractéristiques des protéines en tant que produit d'expression du génome. Pour ça, on va faire un tableau. Et deuxièmement, on nous demande d'expliquer le lien qui existe entre gène et protéine. Quel processus permet de passer du gène à la protéine? Comme c'est un processus, on va faire un schéma fonctionnel. Alors bien sûr, vous pouvez aussi répondre à ce genre de questions par un texte argumenté, mais là, on va essayer de travailler d'autres compétences. Alors, qu'est-ce qu'on entend par produit d'expression du génome? Vous avez un petit texte d'introduction ici qui vous explique un certain nombre de choses sur les protéines et qui vous dit à la fin que l'ADN porte l'information qui est nécessaire à leur synthèse. Ça veut dire que les protéines, elles sont fabriquées, synthétisées, à partir de l'information génétique, donc à partir d'un gène. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des produits d'expression du génome, puisque c'est ce qu'il résulte de l'utilisation de l'expression des gènes. D'accord? Donc les gènes, on a dit, ça portait une information. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on lit cette information et qu'on suit la recette de cuisine, si vous préférez, ou les instructions de montage de ce gène? Eh bien, on va synthétiser une molécule, et pour beaucoup de ces molécules, ce sont des protéines. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, les protéines sont des macromolécules à la base de la structure et du fonctionnement des cellules. Donc elles sont très très importantes, elles sont très variées, très diversifiées, on en trouve dans toutes les cellules. Certaines qui sont communes à toutes les cellules d'un organisme, par exemple les histones, vous allez en trouver dans toutes les cellules, puisque ce sont les protéines qui permettent l'enroulement de l'ADN. Et d'autres protéines vont dépendre de la spécialisation de la cellule. En effet, donc on a dit que toutes les cellules d'un organisme avec le même génome, la même information génétique, mais en fonction de la spécialisation de la cellule, on va utiliser telle ou telle partie du génome. Et bien de la même façon, comme on n'utilise qu'une partie du génome, on ne va produire qu'une partie des protéines qu'il est possible de produire avec cette information. Enfin, on vous dit les protéines sont des macromolécules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme l'ADN, on a une molécule qui est longue et qui est composée de plus petites molécules, d'un enchaînement de plus petites molécules. Par exemple, l'ADN est constitué, on l'a vu, de nucléotides. Eh bien, les protéines vont être également, donc ce sont des très grosses molécules qui sont constituées de briques de base moléculaires plus petites. Alors, pour répondre au problème, on nous donne un ensemble de 3 documents que nous allons étudier. Le premier document, ici, est un ensemble d'illustrations qui nous montrent les résultats et le processus d'une expérience de transgenèse. Alors la transgenèse, vous avez vu ça en seconde normalement, c'est l'expérience qui a permis de montrer l'universalité de l'ADN. Alors ici, on prend une méduse, Equarea victori, qui a une particularité, elle est fluorescente. Donc ça, c'est son phénotype, un de ses caractères phénotypiques, elle fluoresce. Elle fluoresce grâce à quoi? Puisqu'elle fluoresce grâce à une protéine, la GFP, on vous le dit ici, protéine fluorescente de 238 acides aminés, donc une protéine, une macromolécule qui est composée de 238 briques de base des acides aminés. Alors ce qui nous intéresse là surtout, c'est qu'elle est fluorescente, c'est sa capacité. Donc c'est la protéine, c'est parce que la méduse possède cette protéine qu'elle est capable de fluorer. Et on veut, à l'aide de cette expérience, transférer ce pouvoir fluorescent à 2 autres êtres vivants, une bactérie et un poisson zèbre. On constate qu'à la fin de l'expérience, là ce sont des photos en fin d'expérience, et bien effectivement on a réussi à faire fluorer la bactérie et le poisson zèbre. Alors pour ça, on aurait pu tout simplement prendre la protéine GFP de la méduse et la transférer, l'injecter dans les cellules. Sauf que les protéines ont une durée de vie assez courte, donc nos cellules auraient fluoré quelques heures et se seraient arrêtées là. Nous, ce qu'on veut, c'est les faire fluorer tout le temps. Comment on fait? Eh bien,
grâce à une transgénèse, on va prendre dans la méduse non pas le caractère phénotypique, mais le gène qui code ce caractère. Donc on va prendre le gène qui code, qui donne les instructions de fabrication, si vous préférez, de la GFP. On va l'insérer dans l'ADN bactérien. Donc ça, c'est grâce à des techniques de biologie moléculaire particulières. On sait le faire. Donc on va l'insérer, le coller, si vous voulez. On va couper ici le chromosome pour insérer notre gène. Donc on insère le gène dans la bactérie et on constate qu'au bout de 24 heures, effectivement, la bactérie fluoresce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bactérie, une fois qu'elle a eu le gène, s'est servie de ce gène pour fabriquer la protéine GFP et donc acquérir ce phénotype particulier, ce caractère phénotypique. On en tire deux conclusions. Premièrement, celle de l'universalité de l'ADN que vous avez vu en seconde, puisque la bactérie, comme le poisson cèbre d'ailleurs, les deux ont été capables d'utiliser un gène qui provient de la méduse. Donc, il n'y a pas que la méduse qui peut utiliser du gène de méduse, tout le monde peut utiliser du gène de méduse et vice-versa. Ça veut dire que l'ADN fonctionne de la même façon chez tous les êtres vivants. Donc, chez tous les êtres vivants, l'ADN a la même structure, les gènes s'organisent de la même façon, et l'expression du patrimoine génétique, donc la façon d'utiliser ces gènes, de décoder l'information, est la même chez tout le monde. Donc ça, c'est un premier fait scientifique très important. Ensuite, ça veut dire que entre le génotype, donc les gènes, et le phénotype, au niveau de l'organisme, on a eu un intermédiaire, c'est la protéine. Et c'est bien, puisque là, une fois qu'on a transféré, la bactérie ne fluoresce pas encore. C'est bien lorsque le gène est exprimé et permet la synthèse d'une protéine que la bactérie acquiert cette fluorescence. Donc, les protéines sont bien le résultat de l'expression du génome, c'est-à-dire les résultats de l'utilisation des gènes. Alors, maintenant qu'on a dit ça, passons au document 2. Le document 2 est composé de deux tableaux. Le premier tableau présente des extraits de séquences d'ADN et de protéines, de deux protéines, une enzyme et la chaîne alpha de la globine. Donc c'est un morceau de l'hémoglobine qui est la grande protéine des globules rouges qui permet le transport d'oxygène. Le deuxième tableau compare les propriétés de l'ADN et des protéines. Alors si on s'intéresse au premier tableau, on voit déjà une information importante, c'est que la protéine, elle peut être divisée en une séquence de plus petites briques, donc on a dit que c'était une macromolécule, c'est normal, de petites briques, la meth, ALA, GLU, VAL, etc., qui sont agencées dans un ordre particulier, comme l'ADN, les nucléotides de l'ADN sont agencés dans un ordre particulier. Alors, ces petites briques, si on regarde le tableau, on voit qu'on les appelle des acides aminés. Donc, les acides aminés, ce sont les petites briques, on va les voir un petit peu plus en détail tout à l'heure avec le troisième document. Ce sont les molécules qui constituent la protéine. Donc, ces acides aminés sont au nombre de 20 et ils vont être enchaînés les uns les autres pour constituer une protéine, mais pas enchaînés dans n'importe quel ordre, c'est-à-dire que chaque protéine va avoir son enchaînement particulier d'acides aminés. Ces acides aminés qui sont au nombre de 20, ils ont donc des noms un petit peu barbares, à premier abord, alanine, leucine, etc. Et pour ne pas avoir, quand on copie la séquence en acides aminés, à écrire tout le nom de l'acide aminé, on va les abréger en ne gardant que les 3 premières lettres du nom. Donc, par exemple, alanine, vous l'avez ici, ça a donné ALA. Leucine, ça a donné LE. Voilà, méthionine, ça donne MET, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien, on en déduit que les protéines sont des macromolécules qui sont constituées de briques particulières, les acides aminés, et que la caractéristique propre à chaque protéine, c'est sa séquence en acides aminés qui va correspondre à la séquence d'ADN. Pourquoi je dis ça?
Eh bien, on peut constater ici, entre ces deux protéines, elles n'ont pas la même séquence. D'accord? Ni protéique, enfin, les protéines n'ont pas la même séquence d'acides aminés et les gènes qui les codent n'ont pas la même séquence de nucléotides. Mais on voit que les deux protéines commencent par le même acide aminé, la méthionine. Et on constate que les deux gènes commencent par la même séquence en nucléotides, ATG. Or, on a dit qu'un gène, ce qui faisait sa caractéristique, c'était la séquence, c'est-à-dire l'ordre dans lequel s'agençaient les nucléotides. Donc, on peut en déduire que, effectivement, les protéines sont le produit d'expression des gènes. Et comment? Eh bien, parce que A a un nombre particulier, un ordre particulier de nucléotides, par exemple la ATG, va correspondre à un acide aminé particulier. Donc, quand la cellule va lire le gène, elle va pouvoir associer à un petit bout de séquence un acide aminé. Donc on a une relation directe entre la séquence de l'ADN et la séquence de la protéine. Alors maintenant, si on regarde les longueurs, on nous dit que l'ADN fait 10 puissance 8 à 10 puissance 9 nucléotides de long, la molécule d'ADN en moyenne, et la protéine fait en moyenne 300 acides aminés. Alors vous allez me dire, on a beaucoup plus de diversité possible dans l'ADN que dans la protéine. Eh bien non. Pourquoi? Si on fait le calcul, on voit, alors on vous met un petit encart là pour faire une relation avec le code binaire qui est le code le plus simple. Pourquoi? Enfin, c'est un code très simple parce qu'on a deux valeurs possibles, 1 ou 0. Quand pour l'ADN on en a 4 et la protéine on en a 20, puisqu'on peut mettre... ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais constituer un gène, je mets un nouveau nucléotide, j'ai le choix entre 4 nucléotides. Et bien pour une protéine, à chaque fois que je vais mettre un nouvel acide aminé, j'ai le choix entre 20 acides aminés différents. Et on vous dit, pour le code binaire, donc pour un caractère de 8 éléments, un bit, on a 2 puissance 8 possibilités, c'est-à-dire 256 caractères différents possibles. Pourquoi? Parce que sur chacun de mes éléments, je vais avoir à chaque fois la possibilité entre 1 ou 0, donc 2 puissance 8. Maintenant, si on fait le calcul en nombre de possibilités pour la molécule d'ADN, 4 puissance 10 puissance 8. Donc 4 puissance 100 millions de possibilités de molécules d'ADN différentes en moyenne. Donc c'est évidemment énorme. C'est pour ça que le code génétique, même s'il ne comporte que 4 éléments différents, comme c'est la séquence, l'ordre de ces éléments qui va coder l'information, eh bien le code génétique permet une variation infinie d'informations. Et bien pour les protéines, c'est pareil, puisqu'on a 20 acides aminés différents, mis dans un ordre particulier, pour des protéines qui sont d'une longueur moyenne de 300 acides aminés. Donc ça fait 20 puissance 300, ça nous fait une possibilité pour la longueur moyenne de la protéine seulement, de 2 fois 10 puissance 390. Sans compter que, bien évidemment, on a des protéines beaucoup plus petites et des protéines beaucoup plus longues. Donc en bref, ce système de correspondance entre l'ADN et la protéine permet de coder une infinité en fait, de produits d'expression du génome et a fortiori une infinité de protéines.